aborder le thème là qui a fait l'objet, je vais puiser directement là-dedans, d'un dernier ouvrage qui s'appelle « La société inclusive, parlons-en ». Et ce livre est sous-titré « Il n'y a pas de vie minuscule ». Et à tout vous dire, j'avais souhaité que le sous-titre soit le titre. Mais quand on écrit un livre, c'est l'éditeur qui choisit le titre. On lui propose et c'est lui qui dispose. Et il m'a dit, ce sous-titre ne parlerait pas suffisamment. Pourtant, moi, il me parle beaucoup et je vais y revenir plusieurs fois. Ce livre, il est né d'une difficulté que j'ai perçue, soit à l'université, soit dans d'autres lieux où j'interviens, de faire le clair sur ce mot qui s'est diffusé de manière assez rapide et qui me paraissait donner lieu à beaucoup de confusion. Et comme je l'ai dit, ce que je vais développer, c'est un peu à contre-culture. Mais aujourd'hui, on a travaillé ensemble cette question, on l'a assez exigeante, et on va continuer à le faire sans concession. Alors, lorsqu'un concept comme celui-ci de société inclusive se paraît et se diffuse, on le sait, il est naturellement sujet à débat. C'est vrai pour ce concept, c'est vrai pour tous les concepts. Et tous les mots dont la signification et la portée ne sont pas gravés dans le marbre. En fait, les mots ont la portée et le sens qu'on leur donne. Et il en est donc ainsi du mot « société inclusive ». Alors, on le décline de manière très diverse. Vous l'entendez autour de vous, on parle d'éducation inclusive, on parle d'école inclusive, de lieux professionnels inclusifs. L'entreprise parle d'entreprise inclusive, on parle de pratiques culturelles, artistiques, sportives, touristiques inclusives. On voudrait des politiques et des législations plus inclusives, des dispositifs de même. On aspire à un environnement inclusif, bref, à une culture inclusive. Donc ces mots se déclinent. Mais qu'est-ce qui se passe? Compte tenu de cette rapide et ample diffusion, on suspecte ça et là ce mot de n'être qu'un écran de fumée rhétorique. Et on se dit c'est peut-être un lieu commun qui est mis en avant, une sorte de mode nouvelle, de musique d'ambiance qui vient se substituer aux mots que l'on utilisait préalablement autour de l'idée d'intégration. Vous avez vu, on a glissé intégration vers le mot inclusion. D'ailleurs, souvenez-vous, en un été, les classes, ce qu'on appelait les CLIS, vous savez, les classes d'intégration scolaire, ont été débaptisées, rebaptisées classes d'inclusion scolaire. Les UPI, unités pédagogiques d'intégration, ont été rebaptisées ULIS, unités localisées d'inclusion scolaire. Alors on se dit, est-ce que finalement, ce n'est pas une mode ou une absurdité mise en avant? Que faut-il en penser? Ou au contraire, si on veut être positif, est-ce que c'est annonciateur d'un changement de nos valeurs et de nos pratiques? Est-ce que ça situe à un niveau supérieur nos conceptions de la vie sociale et de la vie commune? Est-ce que ça représente, ce terme, une optique nouvelle, renouvelée, de notre patrimoine humain et social dont les plus fragiles sont les plus privés? Est-ce que ça reflète une autre manière de considérer cette expression de nos fragilités que l'on appelle handicap? Est-ce que c'est cela? Alors, si on n'ausculte pas les plis, les replis, les contours de ce mot, on passe à côté de son sens profond. Plus on finit par le dénaturer. Vous voyez, je le dis en souriant, dans une réunion qui rassemblait des enseignants, un des enseignants interroge l'inspecteur ASH, qui était à la salle, il dit « Monsieur l'inspecteur, on ne parle plus d'intégration, on parle d'inclusion, vous pouvez nous éclairer là-dessus ?» Il a dit, écoutez, vous le savez, maintenant on ne dit plus classe d'intégration, mais d'inclusion, je pense que vous êtes informés. Alors évidemment, je ne porte pas de jugement de valeur sur sa réponse, mais vous voyez qu'elle n'est pas très éclairante, parce qu'elle est embarrassée. De même que Simone Veil, quand elle a présenté la loi de 1975, qui officialisait le mot handicap, elle raconte... Vous savez qu'elle a perdu son mari depuis quelques semaines, mais peut-être quelques mois maintenant, mais que Simone Veil, qui s'exprime toujours ça et là, elle raconte avec un sourire que quand elle a présenté la loi de 1975, qui a été une loi très consensuelle, parce qu'elle était très épaisse, envergure, hein, la AH, les Cotorep et tout le reste, un député lui a dit « Madame la ministre, est-ce que vous pourriez nous préciser le sens du mot handicap, le définir ?»
Alors elle dit, j'étais complètement pris de court, et je lui ai répondu, monsieur le député, c'est une excellente question, le handicap est ce que ma loi définit comme tel. Elle ne pouvait pas répondre non plus. C'était 1975. La nomenclature date de 1980. Donc c'est un peu la même chose. On a du mal à répondre. Il nous faut donc interroger ensemble les couches de ce concept qui est très feuilleté en fait. Et c'est un concept feuilleté à plusieurs couches qui est né dans un contexte que j'appelle paradoxal. Pourquoi ? Arrêtons-nous un petit peu sur le contexte dans lequel ce mot vient fleurir. On a vu ce matin que rien n'était neutre, on a des contextes, des cultures, des ambiances de moments, et il y a des choses qui arrivent. C'est la même chose, c'est jamais une génération spontanée. Alors ce concept vient naître dans un contexte très particulier. Il y a des progrès qui ont été réalisés, ce sont des progrès sans précédent dans le domaine scientifique, dans le domaine technique, dans le domaine de la connaissance de la vie, de l'univers. Ces progrès ont changé et continuent à changer le visage du monde. Et ces progrès ont transformé, au moins dans certains lieux de la planète, parce que vous savez bien comment notre petite planète est inégale, ils ont changé les modes de vie, nos modes de vie. Cependant, et on l'a dit ce matin, malgré ces progrès exponentiels, notamment sur le siècle précédent, les inégalités s'accentuent ici comme là-bas. Et je l'ai formulé tout à l'heure, dans nos sociétés industrielles occidentales, où l'homme économique fait régner une loi d'airain, celle du marché et de la compétition sans merci, on en est témoin tous les jours, eh bien, au-delà d'un apparent consensus pour lutter contre les exclusions, il y a stagnation, voire régression. Et à l'encontre même d'une réduction des inégalités, à laquelle on essaie de continuer à croire, eh bien, il y a donc des îlots de commodité qui côtoient, comme je l'ai dit, des océans d'empêchement. Et je l'ai souligné ce matin, c'est cette coupure qui est la préoccupation la plus forte de nos sociétés, cette faille qui s'ouvre. Alors, dans un tel paysage, sur quel fondement peut-on bâtir une société inclusive ? Quels sont les principes, quelles sont les exigences, quels sont les enjeux d'une société inclusive ? Bref, quel est le sens profond que cela a dans ce monde très paradoxal et très contradictoire que nous vivons ? Alors, pour vous permettre d'accéder assez facilement à ça, je me dis que, métaphoriquement, c'est comme un édifice. Et que cet édifice reposerait sur 5 piliers porteurs. Concevons cette société inclusive à construire ensemble, parce que ce n'est pas aux voisins à le faire. Parce qu'évidemment, on peut passer son temps à maudire l'obscurité, mais si on n'allume pas chacun notre petite lampe, l'obscurité ne disparaîtra pas. C'est le même travail. La société inclusive est un édifice à construire. Alors, premier pilier de l'édifice, je l'ai abordé ce matin, ce premier pilier invite à distinguer le vivre et l'exister. Je le réexprime ainsi, je le développe plus parce que ce matin je n'ai fait que l'effleurer, je l'exprime de cette manière, vivre dans une société sans exister est la plus cruelle des exclusions. Une société inclusive ne défend donc pas simplement le droit de vivre, mais celui d'exister. Le vivre, nous le partageons avec tous les organismes vivants, les plantes, les animaux. Ça renvoie aux besoins biologiques. Je le dis, nous avons besoin de boire, de manger, de dormir. Ce sont des besoins biologiques. Mais l'exister, c'est ce qui spécifie notre espèce humaine, qui est marquée par un inachèvement natif et par une nature sociale. L'exister se situe sur le versant de l'esprit, de la psyché, des relations à soi, des relations aux autres, des relations au temps, des relations à notre destin. L'exister renvoie à notre besoin de reconnaissance, par les proches, par les amis, par les réseaux professionnels, par les réseaux sociaux. L'exister, c'est notre dépendance à la relation de l'autre. Le cogito cartésien, je pense donc je suis, il est limité, le cogito cartésien dont nous avons fait notre évangile. Il est limité. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas, parce qu'on pense. Le je pense donc je suis. Ça ne suffit pas de penser.
Ce qui nous fait exister, c'est de compter pour quelqu'un. C'est ça qui nous fait exister. Et pourquoi des gens continuent à vivre sans exister? Parce qu'ils ont l'impression de ne compter pour personne. Et vous en avez vu, vous en avez peut-être accompagné des gens dans des maisons de retraite où ils sont soignés, il y a des gens qui leur portent le petit déjeuner avec précaution, on les soigne, on leur donne des médicaments. Ils vivent, ils survivent des années durant, mais ils n'existent plus. Ils ont rompu les repères, il n'y a plus de reconnaissance, ils ne se sentent plus membres d'une société, ils ne peuvent plus s'y impliquer dans leur société d'appartenance. C'est ça qui distingue les deux. Donc je questionne notre société, non pas pour l'accuser, parce que moi je suis dedans, c'est trop facile d'accuser. On est tous dedans. Est-ce que notre société, je répète, ne se satisfait pas simplement du fait de répondre aux besoins de vivre? Est-ce qu'elle donne aux plus fragiles les moyens d'exister? Victor Hugo le formulait ainsi: les animaux vivent, les hommes existent. C'est toute la différence. Il n'est pas assez, pour vous comme pour moi, pour tous les humains, de naître physiquement et de vivre. Tant s'en faut. Je le formule de manière rapide: soigné par tous, on peut mourir de n'exister pour personne. Et c'est certainement le drame de nos sociétés. Regardez ce qu'a révélé la canicule, par exemple, 2003. Combien de personnes survivaient et vivaient sans exister pour qui que ce soit. Si bien que lorsqu'elles sont mortes par les effets de la canicule, plus personne ne les reconnaissait. Eh bien, le handicap met en relief ce caractère toujours problématique pour nous tous de l'accès à l'existence, qui est soumise à maints empêchements. Des réponses attentives à nos besoins biologiques ne garantissent pas à elles seules la possibilité d'exister. Et c'est là qu'on fait la différence entre deux notions: le cure, qui renvoie au curatif, qui renvoie au thérapeutique. C'est nécessaire, il faut soigner le corps, ça c'est thérapeutique. Mais il faut aussi apporter du care, c'est-à-dire, bon, on se fait de la coquetterie en prononçant des mots anglais, mais c'est toute la sollicitude, c'est tout l'accompagnement de la personne, au-delà du seul curatif. Et sur quoi repose notre sentiment d'exister? Comme sur celui puisqu'on est une même humanité, des personnes fragilisées par un handicap, c'est la prise en compte des désirs. Cessons de penser que les désirs seraient un luxe réservé à ceux qui n'auraient pas de besoins spéciaux. Les désirs et leur prise en compte ne sont pas un privilège exclusif. On l'a dit tout à l'heure, dans les loisirs, dans le sport, dans les plaisirs que l'on peut se faire. Pourquoi faudrait-il les interdire ou les soumettre à je ne sais quelles conditions? Or, vous le voyez, les personnes en situation de handicap, comme les personnes âgées souvent, sont souvent cantonnées à leurs besoins particuliers selon l'expression consacrée. Les personnes à besoins spécifiques ou particuliers. Seulement des nécessiteux. Seulement des nécessiteux. Leurs besoins sont satisfaits? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Vous en voulez davantage? Mais vous êtes en situation de handicap. Voyez, nos sociétés tendent à négliger ce qui fait des plus fragiles, comme pour tout le monde, des êtres existants, sentant, pensant, pris dans des flux de désirs, de projets, de passions, de volontés, avec des goûts, des opinions, des aspirations, des peurs, des accablements, des élans, des idéaux et des rêves. Mais le problème, c'est que ces idéaux et ces rêves sont si contraints, si gardés au secret, qu'ils finissent par se perdre. Si une personne en situation de handicap nécessite, par exemple, un accompagnement pour remédier à ses difficultés, on ne le conteste pas, elle souhaite avoir son mot à dire quand elle le peut sur le choix de son accompagnant. Et c'est ça qui relève de son désir et non de son besoin. Et toute la question est là. Deuxième pilier porteur de cet édifice de la société inclusive, il remet en cause la hiérarchisation des vies. Là aussi, c'est des touches que j'ai faites ce matin et je développe plus cet après-midi. Je l'énonce de cette manière, et j'en ai fait le sous-titre du livre: il n'y a ni vie minuscule, ni vie majuscule. Et je réinsiste là-dessus, qui fait finalement dans la journée un peu récurrence: il n'y a donc pas plusieurs humanités. On ne peut pas hiérarchiser notre humanité. Il n'y a pas une humanité forte et une autre faible, il n'y a pas une humanité éminente et l'autre infra-humanisée ou insignifiante.
Il y a une seule humanité, dépositaire d'une condition universelle. Vous et moi, nous sommes entre un plus et un moins, entre un meilleur et un pire. Pascal, le philosophe, disait entre un infime et un infini, entre résistance et fléchissement, entre apogée et décadence. C'est comme ça que vont nos vies. C'est comme ça que vont nos vies. Et Pascal, cette figure du grand siècle, on a parlé de l'âge classique ce matin, que l'on imagine d'ailleurs sûr, fort, et était en réalité un être très fragile, souffreteux, qui est mort, vous le savez, à 39 ans. Il avait pensé, c'est ce qui m'avait interrogé, les premiers transports parisiens en commun. Et j'ai lu, c'est ce que je reprends dans le livre Pascal, Frida Kahlo et les autres, j'ai lu cela. Je me suis dit, mais comment Pascal, au XVIIe siècle, le siècle de Louis XIV, avait-il pensé accessibiliser les transports? Tout simplement parce que lui, par période, il était paralysé. Et il ne pouvait pas se déplacer. Pascal, que l'on imagine fort, puissant, eh bien, il était aussi cet être faible entre une grandeur et une petitesse. Et le peu et le moins n'équivalent pas à une absence de grandeur. Il n'y a donc pas de stratification possible des vies, comme la stratification des cultures, dont Lévi-Strauss avait montré, il y a près de 60 ans, qu'il était ridicule de les hiérarchiser. Nos vies sont par nature ambiguës, incertaines, éphémères, fragiles. Shakespeare avait cette phrase-là, nous sommes de verre, prêts à se briser de manière permanente, prêts à se briser. Et la gageure d'une société inclusive, dans ce deuxième pilier, c'est de réunifier les univers sociaux que nous tendons à séparer, pour forger une sorte de nous, un répertoire commun. Vous savez, ça change tout quand on pense cette question et qu'on pense en même temps à nous tous et à soi-même. On ne traite plus d'une personne qui est réifiée, l'handicapé à côté. On est avec lui. Ça met ensemble. Ce n'est pas pour se mettre en avant qu'on pense avec, c'est pour penser ensemble. Je pense pour lui comme je penserai pour moi. Mais on est piégé par ça de manière permanente. On imagine des choses. Je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu personnellement. On s'occupe d'un jeune au Maroc qui s'appelle Mouessine, qui a eu un accident. C'était un enfant des rues. Il a, vous savez, plongé dans une rivière à Tanger, il est de Tanger, et il s'est brisé, le coup classique, la colonne vertébrale. Malheureusement, il est devenu tétraplégique. On s'occupe de lui depuis. Eh bien, moi, vous voyez les portables. Portables, il y a des petites touches, etc. Et donc, Mouessine n'avait pas de portable. Et on s'est dit, le portable, j'ai dit, c'est pas possible, il ne va pas utiliser un portable, parce que vous savez, comme ça arrive souvent, il a ses mains comme ça, etc. Écoutez, un portable, il l'utilise à merveille. C'était une incapacité qu'on avait préjugée, parce que ses mains n'avaient aucune mobilité. Il se débrouille très bien avec son portable. Il le met toujours dans une position accessible, etc. L'ordinateur, la même chose. Tout ça, ça a désinsularisé sa vie. Il a le portable, il a l'ordinateur, voilà. C'est possible. Tout à l'heure, ça a été dit plusieurs fois, pensons-le possible, même des activités qui nous paraissent loin des possibilités apparentes. Troisième pilier qui induit un questionnement. Le premier, c'est... qu'est-ce que j'ai dit ? Le premier, on a vu que c'était la distinction entre vivre et exister. Le deuxième, c'est la dimension de la hiérarchisation des vies. Troisième pilier renvoie à la notion d'équité et de liberté. Je traduis ainsi, une société humaine n'est rien sans des conditions d'équité et de liberté. Et ce troisième pilier de la société inclusive renvoie à la problématique de la refondation de la justice sociale, de l'égalité formelle et de l'égalité réelle, des conditions de l'exercice de la liberté et de l'équité. Qu'est le principe d'équité? Et on fait souvent une confusion entre égalité et équité. Le principe d'équité a un caractère subjectif. Il n'est pas synonyme d'égalité. Objectivement, il est évaluable, car le plus souvent énoncé dans le droit positif, débattu, affirmé par la doctrine, consacré par la jurisprudence. L'équité consiste à agir de façon modulée selon les besoins singuliers pour pallier les inégalités. C'est ça le principe d'équité. Nos vies sont profondément inégalitaires. Le moment le plus inégalitaire, c'est la naissance. On est né quelque part, on est né en France, ou on est né dans la Corne de l'Afrique.
On est né avec des potentialités à peu près intégrales ou blessées. C'est profondément inégalitaire. L'équité consiste à agir de manière modulée pour pallier ces inégalités de nature ou de situation. D'aucuns naissent dans des familles très porteuses, très stimulantes, et les autres non. Il nous faut essayer. Les êtres humains ne sont pas des copies conformes à un modèle unique, reproduit en millions d'exemplaires interchangeables. Ce n'est pas cela. Leur égalité qualitative n'induit pas la similarité de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent. En situation de handicap ou non, chacun d'eux a le droit inconditionnel à être singulier et à réaliser sa singularité. Et celle-ci n'autorise aucun traitement inégalitaire. L'équité, c'est essayer d'égaliser ce qui ne l'est pas par nature ou par situation. Donc, si des situations identiques appellent des réponses identiques, les citoyens les moins armés, les plus fragiles, légitiment des réponses spécifiques. On a bien vu tout à l'heure dans la présentation qu'il s'agissait de répondre à des besoins divers avec des réponses variées. Donc, il s'agit, dans ce troisième pilier, de prévenir l'altération du principe d'égalité. Quand l'abbé de l'Épée et Valentin Hauy mettent en place ces classes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent en place de quoi pallier les inégalités de nature. D'aucuns sont arrivés au monde atteints de surdité, atteints de cécité. Il s'agit de pallier ces inégalités de nature, il s'agit de rétablir de l'équité. Eh bien, le handicap, on l'a vu sur toute la journée, ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas de faire pareil pour tout le monde et au même moment, il s'agit d'accommoder les ressources ordinaires en matière de santé, de bien-être, d'éducation, d'acquisition des savoirs, de sécurité économique et sociale, de les accommoder, c'est-à-dire d'articuler le singulier et l'universel. Et ceci dans tous les domaines. Et on a dit ce matin que c'était important de s'occuper de tout le continuum. Accessibilité, autonomie, citoyenneté, vie affective, vie familiale, accompagnement de la petite enfance, scolarisation, travail, activité, art, culture, loisirs. Tout cela, c'est un continuum. Rien ne passe à travers. Quatrième pilier, je le formule ainsi, l'exclusivité de la norme, c'est personne, et la diversité, c'est tout le monde. Moi, je n'utilise pas le concept de différence. Pour moi, c'est un concept qui, littéralement, n'a pas de sens. Nous sommes évidemment tous différents les uns des autres. Quand on dit ce sont des personnes différentes, nous le sommes aussi, des personnes différentes. Ce concept n'a pas de sens. Le concept qui a véritablement une signification forte, c'est le concept de diversité. Nous sommes tous un petit morceau de la diversité. Et la société, la visée inclusive, elle veut contrecarrer la norme qui se pense absolue. Je voudrais m'arrêter un instant. Pour avoir travaillé dans d'autres pays du monde, là, le livre « Le handicap au risque des cultures » que vous avez entrevu tout à l'heure, c'est un peu ce travail. Eh bien, on se rend compte que quand on change de contexte, qu'on change de culture, évidemment que les normes varient. Ce qui est beau ici est considéré comme moins esthétique là-bas. Ce qui est juste ici est considéré comme injuste là-bas. Les interprétations sont différentes. Le problème, c'est qu'enfermés dans notre propre culture, nous pensons que nos normes deviennent absolues. Elles sont relatives. Ça suppose donc de remettre en cause l'exclusivité des normes. Nous sommes modelés, vous et moi, par un système éducatif, par exemple, excessivement normatif. Il est très difficile, dans ce système éducatif, de faire une place à cette forme de fragilité et de diversité qu'est le handicap. Parce qu'on pense la classe avec un âge, avec un niveau, et reconnaissons-le, souvent on entend ces discussions-là, dès qu'un enfant a 6 mois de retard, on commence à s'affoler. On se dit, mais que deviendra-t-il ? Et puis les voisins et les voisines comparent l'âge. Si on peut gagner 1 mois, 2 mois, on y va. Le problème, c'est pas ça. Le problème d'une école inclusive, on va y revenir tout à l'heure, est-ce que cette école, nonobstant le fait qu'un enfant n'est pas dans la norme, n'est pas à la toise, n'est pas à la moyenne, est-ce que cette école lui permet toutefois de grandir à sa mesure ? Et c'est ça la vraie question. Un enfant qui est atteint de trisomie 21 et qui est dans une zone médiane, mais il ne sera jamais à la moyenne des autres. Excusez-moi, on s'en fout.
C'est pas ça la question. C'est est-ce que notre système lui a permis de grandir à sa mesure, de se déployer dans son maximum, sachant qu'il n'attendrait pas la moyenne, qu'il n'attendra pas la norme, peu importe. Il s'agit donc de remettre en cause des normes qui, dans nos esprits, ont fini par se verrouiller et devenir des absolus. Ces normes que nous pensons comme absolues deviennent des outils de domination et multiplient les phénomènes d'exclusion. Il n'a rien à faire là puisqu'il n'est pas la moyenne. Si, il a à faire là. Il peut avoir sa place, même s'il n'est pas dans la moyenne. Vous me questionnez tout à l'heure sur l'école de Suède ou Norvège. C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Quand vous voyez un enfant en Italie, moi je travaille beaucoup là-bas, je m'occupe d'un doctorat international à Rome sur les problématiques d'inclusion, qui réunit d'ailleurs des étudiants de tous les continents, des 5 continents. On a créé ça avec une collègue en 2008. Eh bien, c'est cette question-là. Il y a des enfants, évidemment, qui ne seront jamais à la moyenne, peu importe, ils grandissent à leur mesure. Ils grandissent à leur mesure. C'est une remise en cause de l'idée de normes telle qu'on l'a construite et dont on a énormément de mal à se départir. Je n'ai pas dit pour autant qu'il ne faut pas des normes dans une société. Il en faut. Mais il faut savoir les bousculer quand la vie prend d'autres visages. La signification donc d'une société inclusive, elle se dévoile dans le plein droit de cité qu'elle offre à la diversité des silhouettes humaines, des visages, des silhouettes, des profils humains. En fait, c'est la capacité collective qui, vous l'admettrez, est un peu mise à mal aujourd'hui parce que nous traversons une crise économique avec du protectionnisme. Chacun a tendance à s'enfermer un peu dans son précaré. Et puis l'autonomie qu'on a souhaitée dans notre culture, avec le mouvement des Lumières qui a sacralisé la notion d'autonomie, eh bien, elle a évolué vers des individualismes un peu fermés. Et donc, dans ce contexte-là, l'optique inclusive, c'est celle qui se caractérise par la capacité à conjuguer les singularités sans les essentialiser. Des singularités qui, quelquefois, nous dérangent, nous bousculent, c'est vrai. Mais chacun a le droit de différer. Et dans le même temps, même s'il diffère, il a le droit d'être, de devenir avec les autres, d'apporter à la communauté sa biographie originale, ses ressemblances, ses dissemblances, et non pas être muré dans la norme. Dernier pilier, c'est celui sur lequel je vais insister davantage. Ce sera la dernière partie de mon propos. Le dernier conduit à la notion de patrimoine commun que j'ai abordé tout à l'heure, mais que j'ai effleuré simplement. Je le formule ainsi, nul n'a l'exclusivité du patrimoine humain et social. Et il ne suffit pas de vivre, vous le savez, nous le savons, sur un même territoire pour appartenir à sa communauté. Encore faut-il pouvoir en partager le patrimoine éducatif, professionnel, culturel, des loisirs, du sport, de la communication. Et là aussi, nous le savons, des étrangers, des populations isolées ou nomades, des minorités linguistiques, culturelles, des membres de bien d'autres groupes défavorisés ou marginalisés ne bénéficient pas de ce plein droit. Et c'est aussi le cas des personnes en situation de handicap. Et j'ai fait référence ce matin à un rapport, il est clair que l'impact du handicap dans notre société et dans le monde affecte une grande partie de l'humanité et pourtant il est généralement minoré dans l'évaluation des privations et des autres formes d'injustice ou d'aliénation. Un certain évitement est la règle quand il s'agit de handicap. Et globalement inaperçu, c'est pourtant une communauté très discriminée, en état d'urgence, a dit l'ONU. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que ni le système actuel des droits de l'homme, nous avons une déclaration universelle des droits de l'homme, nous l'écrivons partout au fronton, qui est censé protéger et promouvoir les droits de chacun, ni les normes en vigueur, ni les textes internationaux, européens, nationaux, ne parviennent à apporter une protection adéquate à ces personnes fragilisées, qui continuent à des degrés divers à faire l'objet de violations de leurs droits.
exposition à des discriminations, je l'ai dit, à des défauts de soins, à des abandons, à des maltraitances. À des maltraitances. Et c'est le sens même de la convention qui a été signée par l'ONU en 2006, proposée à la signature des pays et à ratification. Vous le savez, actuellement, les signatures et ratifications ne sont pas terminées. Il y a à peu près 245 pays sur la planète ou territoire. Il me semble qu'il y en a 190 ou un peu plus inscrits à l'ONU. Il doit y avoir 155 pays qui l'ont signé. Il me semble une centaine qui l'ont ratifié. La France l'a signée et ratifiée. Cette convention, vous la trouverez sur le net, cette convention donc, des droits des personnes handicapées, eh bien, elle rappelle aux pays qu'elles doivent mettre en œuvre des politiques qui éradiquent ces phénomènes de maltraitance et de discrimination. Elle est accompagnée d'un protocole facultatif qui suppose, quand il est signé et ratifié, qu'il y aura un contrôle dans les pays de l'application de cette convention. C'est vous dire comment on s'est rendu compte que ces populations faisaient l'objet de privations de droits. Ceux qui ont le plus besoin ont le moins. C'est cela que l'ONU a reconnu. Et quelqu'un qui a beaucoup travaillé, j'ai cité son nom ce matin, Michel Foucault, avait mis au jour les variations au fil du temps des mécanismes et des modalités d'exclusion. Et il avait magistralement montré en son temps, Michel Foucault, qui est mort dans les années 80, montré que de l'école au bureau, de l'hôpital à la prison, il y a des sortes de micro-pouvoirs qui instituent des régimes de vérité, qui donnent à voir des conceptions et des pratiques récentes ou plus anciennes comme immuables, et que ces micro-pouvoirs entravent l'accès au patrimoine commun. Car en effet, et là je vais faire quelques remarques sur ce point, une société n'est pas un club dont certains membres pourraient s'accaparer l'héritage social à leur propre profit pour en jouir de manière exclusive et justifier cela, justifier cet ordre pour en bénéficier pleinement. Une société n'est pas un club, elle n'appartient à personne. Ce n'est qu'inscrit dans nos esprits de manière insidieuse que les autres auraient moins de droits que nous. Tout le monde a des droits équivalents. Une société n'est pas non plus un cercle qui serait réservé à certains affiliés sous prétexte que la vie les a préservés de cette fragilité. Ce n'est pas cela. La normalité, en deux mots, le fait d'être considéré comme normal, n'est pas une souveraineté. Ne donne pas des droits supplémentaires. Non, c'est faux. Mais c'est tellement pratiqué comme ça qu'on finit par le croire. Et que ceux qui ne sont pas dans cette situation donneraient la permission aux autres de profiter du patrimoine qui ne leur appartient pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Une société n'est pas un cénacle dans lequel ceux qui sont venus au monde préservés diraient à d'autres, ceux qui en... Tu en es empêché, mais mon pauvre, tu aurais les mêmes droits que nous si tu étais comme nous. C'est comme ça que ça se formule parfois. Non, il n'y a pas de carte de membre à acquérir dans une société. Tout le monde en est membre par sa naissance. De même qu'on est pleinement humain parce qu'on est fils d'une femme et d'un homme. On est affilié. C'est une affiliation. Il n'y a pas de carte de membre. Il n'y a donc pas, et j'insiste là-dessus, il n'y a pas de débiteur et il n'y a pas de créancier. Ils ne nous doivent rien. Il n'y a pas de créancier. Nous ne sommes pas autorisés à mettre les plus vulnérables en coupe réglée. Il n'y a pas de maître et il n'y a pas d'esclave. Il n'y a pas de centre et il n'y a pas de périphérie. Je l'ai dit ce matin, chacun dans sa société est héritier de ce qu'elle a de meilleur et de plus noble. On pense souvent l'excellence pour ceux qui sont déjà favorisés. Et les autres des palliatifs, des remédiatifs, des pis-aller. Non, l'excellence de l'éducation, des loisirs, de la culture n'est pas réservée à quelques-uns. Moi, j'ai consacré un travail à ça. Combien de créateurs dans l'histoire de l'humanité, de Frida Kahlo, en passant par Schumann, le musicien, et tant d'autres ont été des créateurs à partir de leur déficit. Schumann était profondément déficient psychique. Frida Kahlo était blessée dans son corps, une poliomyélite, un accident de tramway à Mexico.
Et c'est de là qu'est né. Or, quand on pense l'art pour eux, on dit c'est de l'art-thérapie. Vous dites, mais ceux qui ne sont pas en situation de handicap ont besoin de se soigner parfois aussi. Hein. Vous voyez, cette pensée unique que nous avons, c'est une pensée souveraine. Or, quelqu'un comme Dubuffet l'avait compris, il allait chercher des pièces d'art dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques. Chacun est héritier de ce que la société a de meilleur et de plus noble. Personne donc, j'ai déjà prononcé cette phrase ce matin, n'a l'apanage de prêter, de donner ou de refuser ce qui appartient à tous. L'école, c'est un patrimoine commun. Je répète, je ne dis pas que tout le monde doit y aller parce que c'est le patrimoine commun. Tous ceux qui peuvent en bénéficier ont la pleine liberté et le plein droit d'y aller. Voilà la règle d'une société. Notre héritage social, vertical, c'est celui qui a été légué par ceux qui nous précèdent, vous et moi, on en a hérité. Notre héritage horizontal, c'est celui que l'on continue à tisser pendant le temps que l'on passe ici. Et ça compose un patrimoine indivise. Et chaque citoyen a le droit de bénéficier de l'ensemble des biens sociaux qui se définissent par leur caractère commun. La ville, les transports, les cinémas, les bibliothèques, les structures de sport, de loisirs, oui, elles méritent d'être aménagées. Oui, c'est difficile de les aménager parce que on y pense trop tard. Alors nul n'est accusé parce que c'est l'histoire de l'évolution de la pensée, des conceptions. Mais on se rend compte maintenant qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Nos savoirs, ce n'est pas le patrimoine, le savoir de ceux qui seraient mieux dotés d'intelligence. Notre culture, nos ressources font partie de ce capital collectif dont nous avons hérité. Le savoir, il vient de tant de sources croisées, de l'Égypte, de la Grèce, de l'Inde, du monde arabe. Et c'est intriqué, c'est tramé de fils de couleurs multiples et indémêables. C'est un capital commun. Aucune part ne peut donc être l'exclusive de majoritaires que la naissance ou le cours de la vie ont préservé, au détriment de minoritaires plus fragiles dont la destinée serait de ne recueillir que les miettes restantes. C'est ça la règle. Elle est dure, cette règle. Apparemment, mais non, elle est juste. Elle est juste. Or, qu'est-ce qui se passe? De la petite enfance jusqu'au grand âge, quand on considère, comme on l'a dit tout à l'heure, que sur 5 demandes de parents, fatigués par le quotidien, il n'y a qu'une offre, on se rend compte que la petite enfance, les lieux petite enfance, crèches, halte-garderie, lieux de loisirs de vacances, sont encore fermés. C'est le sens du travail de Laurent Thomas, c'était encore le sens du colloque dont je parlais ce matin à la mairie de Paris. Le grand âge, c'est la même chose. On avait oublié que les personnes en situation de handicap vieillissaient. Comment vieillissent-elles? Où sont-elles prises en compte? Eh bien, je pourrais multiplier les exemples qui abondent de faveurs manifestes consenties aux uns sans être reconnus comme tels. Et des comportements, des discours, des pratiques et des institutions qui restent marqués par ce que j'appelle une culture de l'entre-soi, entre gens qui se ressemblent. Alors la vraie question qu'on a à se poser, vous et moi, dans cette société, vous voyez, je la décris, c'est exclusif ça. Exclusif. On pense les structures de petite enfance comme exclusives. Qu'est-ce qui se passe? Ça a des retentissements forts sur les parents. Combien de parents disent « mais nous, on partirait en vacances, on aimerait partir quelques jours en vacances, on aimerait se prendre quelques moments de répit et de repos, mais on se sent tellement coupable de laisser notre enfant dans des lieux impréparés. » S'il y avait une structure inclusive. Alors la question, c'est comment désarçonner chez l'être humain qui, dès le début de son existence, et pour des raisons de nécessité, fut un prédateur, cette propension à instituer la relation à l'autre sur le mode de la domination. C'est ça la vraie question. Et quand on voit les travaux des anthropologues, Yves Coppens et d'autres, dès le départ, par besoin de survie, il y a cet instinct de prédation. Cette inclination à désirer dominer et désirer l'exclusivité. Et ce, malgré une dépendance originelle. Parce que dès que nous naissons, nous sommes profondément dépendants. Et des écrivains comme Georges Bataille et Maurice Blanchot ont décrit, sans artificiellement la nier, cette violence et cette tendance à la prédation qui habitent les êtres humains et les sociétés. Et l'iniquité du partage du patrimoine, c'est une forme de prédation. Je crois que le mot convient. Alors l'idée de société inclusive,
je pense que vous le percevez clairement, tourne le dos à toute forme de captation. C'est un sacré analyseur. Moi, je fais l'exercice maintenant, souvent, et je me dis, est-ce que là, finalement, ce n'est pas une exclusivité dont tu profites? Est-ce que quelqu'un en situation de handicap pourrait en profiter avec toi? Non. Bien, tu profites d'une exclusivité. Tu profites d'un privilège. Tu profites d'une forme de captation. Quand Lucie me dit, moi je suis privé de 8 amphis à la fac, voilà, ce sont des amphis exclusifs, ce ne sont pas des amphis inclusifs. Et c'est vraiment la réaction contre ces formes de captation qui accroît de fait le nombre de personnes empêchées de bénéficier sur la base de l'égalité avec les autres des moyens d'apprendre, de communiquer, de se cultiver, de travailler, de créer, de faire œuvre. De faire œuvre. Le pire dans une vie, c'est de se sentir désœuvré. Ça ne veut pas dire qu'on accède à un emploi. On peut faire œuvre autrement. Mais faire œuvre. Empêcher quelqu'un de faire œuvre. Savez-vous ce que ça veut dire empêcher? Étymologiquement, ça veut dire prendre au piège. Prendre au piège. Être empêché, c'est se sentir entravé, pris au piège. Voilà le sens profond du mot. La société inclusive va à l'encontre de la dérive qui amène à donner davantage aux déjà possédants dans une société et des parts réduites à ceux qui, ayant le moins, nécessiteraient le soutien le plus affirmé. Métaphoriquement, ça consiste à arroser les plantes qui se développent déjà bien et à ne pas doter les autres du nécessaire. On se demande parfois, mais nous avons tous à y travailler, si on n'est pas resté à ce que Aristote appelait la justice distributive. Savez-vous ce qu'était la justice distributive pour Aristote? C'était une justice profondément inégalitaire. Je lis. Si les personnes ne sont pas égales, disait Aristote, dans un livre qui s'appelle Éthique à Nicomaque, elles n'obtiendront pas dans la façon dont elles sont traitées l'égalité. Aux yeux d'Aristote, les êtres humains n'étaient pas dotés des mêmes qualités d'âme, de la même vertu éthique, du même mérite, et ils se trouvaient naturellement hiérarchisés. Nous sommes dans l'Antiquité gréco-romaine. Certains, pensait-il, sont supérieurs en nature, et ils sont destinés à commander, et d'autres inférieurs, qui ne sont faits que pour obéir. Et Aristote tenait pour égaux seuls les citoyens possédant le même degré de mérite, d'où l'expression « l'égalité aux égaux ». Et avant lui, Platon pensait aussi que la vraie et parfaite égalité, c'est celle qui donne le plus à celui qui est le plus grand et moins à celui qui est moindre, à l'un et à l'autre dans la mesure de sa nature. Proportionnant, disait-il, les honneurs au mérite, elle donne les plus grands honneurs à ceux qui ont le plus, les moindres à ceux qui ont le moins. C'était la justice distributive. On se demande parfois si on est tout à fait sorti de cette forme de justice. Je vous laisse réfléchir. À ce point de la réflexion, il est donc intéressant d'apprécier, à partir de toutes ces données, la pertinence du terme inclusif. Du terme inclusif que j'ai dit décliné dans beaucoup d'expressions. Alors, juste, je ne serai pas trop long parce qu'on ouvrira ensuite le débat, c'est le mot contraire d'inclusif, c'est exclusif. Et ce terme est né au XVIIIe siècle. Qu'est-ce que veut dire exclusif? Exclusif, ça veut dire ce qui appartient uniquement à quelques-uns, à l'exclusion des autres, par privilège spécial. Et qui, à ce titre, n'admet aucun partage. Voilà ce que ça veut dire. Exclusif, ça n'admet aucun partage, c'est un privilège de quelqu'un. Le verbe exclure, qui est né 2 siècles plus tard, semble-t-il, voulait dire originellement ne pas laisser entrer. Encore, fermer avec une clé ou tenir quelqu'un à l'écart de ce à quoi il pourrait avoir droit. Et par la suite, il a pris le sens, le verbe exclure, de rejeter une chose que l'on juge incompatible avec une autre. Voilà le sens du mot exclure et du mot exclusif. Alors, vous allez dire, jusqu'à présent, vous n'avez pas prononcé le mot inclusion. Alors, je vous l'ai dit, je l'ai quelquefois utilisé, je ne l'utilise plus du tout. Je ne fais que la conjugaison de l'adjectif. Pourquoi? Parce que le mot inclusion
étymologiquement. Et c'est dommage qu'on n'y ait pas réfléchi avant d'utiliser. Ça a été une traduction du monde anglo-saxon, sur laquelle on s'est précipité. Mais il pose problème, ce mot. Pourquoi ? Parce qu'il implique l'idée d'occlusion, de clôture, de réclusion et d'enfermement. Voilà son étymologie. Inclus provient du latin includere, qui peut se traduire par enfermer et renfermer. Et au XIIe siècle, donc au Moyen-Âge, la forme francisée enclus signifiait reclus. Voilà ce que ça veut dire. Avouez que c'est quand même pas cela qu'on veut dire. Il ne s'agit pas, quand je dis inclus, je t'enferme. Pourtant, toutes les expressions renvoient à ça. En biologie, on parle par exemple d'une inclusion fœtale lorsqu'il y a imbrication d'un ovule fécondé par un spermatozoïde dans un autre ovule fécondé en même temps. On parle en cytologie, l'inclusion cellulaire désigne la présence de matériaux métaboliquement étrangers dans le cytoplasme d'une cellule. En art dentaire, odontologie, l'inclusion désigne l'état d'une dent emprisonnée dans l'arcade osseuse, dans la mâchoire. En minéralogie, c'est la même chose, c'est un corps étranger qui est enfermé dans la plupart des cristaux, et donc c'est un corps indésirable. Ça pose problème étymologiquement. Ça renvoie, vous voyez, toujours autant d'usages qui renvoient à l'enfermement, l'occlusion, la réclusion. Je trouve donc que symboliquement, c'est un mot qui résonne mal. Il résonne mal. En revanche, l'adjectif me paraît beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent, en le conjuguant école inclusive, éducation inclusive, société inclusive, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il s'oppose à ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire à toute tendance d'exclusivité ou de captation. Et c'est ça le sens profond. L'adjectif inclusif traduit un double refus, celui d'une société de structure dont les seules personnes non handicapées se penseraient propriétaires, je l'ai dit. Donc, s'il ne se réduit pas au cliché qu'il devient lorsqu'on tente de l'opposer sans le justifier au terme d'intégration, les deux optiques se distinguent. Alors, comment distinguer les deux optiques ? Intégration et l'optique inclusive. Étymologiquement, je fais bref, étymologiquement, quand on dit intégrer, c'est qu'on considère que c'est un élément extérieur que l'on fait entrer dans un ensemble préétabli. Je ne l'invente pas, c'est l'étymologie. C'est incorporer, l'élément est extérieur, l'ensemble est préétabli et on incorpore l'élément. On dit intégration d'une personne venue d'une culture étrangère, d'une personne en situation de handicap, etc. Et on pense, et ensuite on dit, la personne est bien intégrée quand elle a pris, en gros, la forme du système qui l'a accueillie. Et voyez bien que dans l'idée d'intégration, il y faut des conditions. Si le système est imperméable, l'élément étranger ne peut pas entrer. Mais si le système peut être perméable, mais l'élément étranger peut ne pas désirer y entrer. Donc c'est la conjonction d'un désir et d'une perméabilité. Donc c'est quand même ça. Et l'idée, c'est que l'action porte sur la personne. Il faut que la personne se modèle pour trouver place dans ce système préétabli. Dans l'idée de société inclusive, c'est très différent. L'optique est très différente. Et les mots sont une symbolisation et donnent forme à l'action. Il nous faut cesser de penser que les mots sont simplement des coquetteries. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est notre symbolisation humaine. C'est notre direction de l'action. Eh bien, dans l'idée, une organisation sociale, une société est inclusive lorsqu'elle module son fonctionnement, lorsqu'elle module sa forme, lorsqu'elle se flexibilise, ce qui a été dit tout à l'heure dans les équipements sportifs de loisirs, les assouplir, les flexibiliser pour offrir au sein de l'ensemble commun un chez-soi pour tous. Je le formule comme ça. Il s'agit de moduler pour offrir au sein de la société un chez-soi pour tous. Évidemment qu'il ne s'agit pas de neutraliser les besoins et les désirs particuliers. Évidemment qu'il faut considérer que pour que ce soit un chez-soi pour tous, il faut proposer dans tous les secteurs de la vie des accompagnements, des médiations, des suppléances, des contournements, des auxiliaires, parce que sinon c'est un problème d'accessibilité des biens communs. Il faut donc travailler le contexte. En gros, on peut le formuler de cette manière, mettre dedans ne suffit pas.
Il ne s'agit pas de faire monter les statistiques, c'est le problème qui se pose à l'école. Les statistiques, quantitativement, se sont considérablement modifiées. Il y a 50 à 60% d'enfants de plus à l'école depuis la loi de 2005. Enfin, il faudrait dire 2006. Donc quantitativement, c'est important. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils sont simplement dedans, ou est-ce qu'on a flexibilisé les programmes, les stratégies, on a pensé pour eux, on a permis à les... C'est ça la vraie question. Et ça renvoie à l'ordre qualitatif et non pas quantitatif. Alors les accommodements ne se limitent pas à une action spécifique pour des groupes spécifiques. Quand on améliore pour les uns, on améliore pour tous. Ce n'est pas la peine de le dire, vous le savez. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. Quand on rend plus confortable pour les uns, tout le monde en profite. On n'a pas besoin de se lever, on le sait, pour aller changer la chaîne de télé, mais c'est grâce à cela, parce qu'on a pensé, ce qui nous permet de zapper pour des personnes qui étaient en difficulté de déplacement. Et on en profite tous. On n'accepterait pas aujourd'hui d'acheter une télévision sans ce confort supplémentaire. Il sert à tous. L'accessibilité des sociétés sert à tous. Qu'ils soient architecturaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient éducatifs, pédagogiques, professionnels ou culturels, les plans inclinés sont profitables à tous. Il n'est qu'à voir la réaction des personnes dans une gare quand les escalators sont cassés. Bon, voilà, ça fonctionne comme ça. Ce qui est facilitant pour les uns est bénéfique pour les autres. Donc, les investissements pour qu'une société soit inclusive, pour que l'école soit inclusive, pour que l'entreprise soit inclusive, sont de l'ordre d'un investissement global. Ce n'est pas de l'ordre d'une dépense complémentaire. Quand on aura rendu notre société plus accessible, c'est ce qui se passe dans les pays nordiques qui ont plus avancé que nous, tout le monde est mieux dans cette société. Tout le monde en profite. Ce n'est pas simplement un investissement pour quelques-uns. Ce qui prime donc, et cette journée l'a particulièrement montré, c'est bien l'action sur le contexte. Je le formule en une phrase, imaginant un dialogue. Ce qui fait ta singularité, c'est-à-dire ton âge, ton identité, ton orientation sexuelle, tes caractéristiques génétiques, tes appartenances culturelles, sociales, ta langue, tes convictions, tes opinions politiques, tes potentialités, tes difficultés, ton handicap, rien de tout cela ne peut te priver de jouir de l'ensemble des biens sociaux qui ne sont l'exclusivité de personne. Cette phrase me paraît tout résumer. Rien n'est susceptible de priver l'accès au patrimoine commun. Pour conclure et ouvrir le débat, toutes les recommandations émises par les instances internationales appuient ce mouvement inclusif. Et il demande à nos sociétés tout entières de relever ce défi. Le rapport international que j'ai cité le demande aux gouvernants de reconsidérer les politiques, les programmes éducatifs, sociaux, économiques, de revoir les dispositions prises pour le respect et l'application des lois qui deviennent quelquefois comme des rites incantatoires, de cerner les obstacles, de mettre en place des facilitateurs, les mots ont été utilisés tout à l'heure, afin d'ouvrir les sociétés pour tous. Parce que ce n'est pas négligeable, un humain sur 7. Alors, avec ces notions de société, d'école inclusive, on est loin d'une coquetterie sémantique, très loin. On est loin d'un changement de mots en un été. On est bien loin. C'est un nouveau cadre de pensée sociale, une autre manière de donner place à la diversité. Ça interroge, convenez-en, puissamment notre forme culturelle. Ça la bouscule, ça vient la lézarder, ça vient la déconstruire. Déconstruire ne veut pas dire détruire. Déconstruire, c'est désenquister des habitudes, des choses qui se sont ritualisées. Ça gouverne nos lieux, ça interroge nos lieux qui sont gouvernés par des normes absolues, des niveaux, des classements. Ça remet en cause des milieux professionnels arc-boutés sur des standards qui s'imaginent qu'une personne en situation de handicap est obligatoirement improductive, nous l'avons dit tout à l'heure, des lieux de loisirs, de sport. J'ai commencé à midi à raconter en aparté à la personne qui était auprès de moi quelque chose, un étudiant un jour qui vient me voir, il était DJ dans une boîte de nuit à Lyon. Il me dit, ce que vous dites c'est bien, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse moi?
On peut, les boîtes de nuit, une personne sourde, elle va venir faire quoi? Elle n'entend pas. Et une personne en fauteuil roulant, que voulez-vous qu'elle vienne faire en boîte de nuit? Je dis non, vous vous trompez. Une personne sourde peut profiter de la musique, les vibrations. Regardez Emmanuel Laborie dans Le Cri de la Mouette qui raconte comment elle se collait aux enceintes et qu'elle vivait la musique en elle. Personne en fauteuil roulant a envie de danser. Je dis, mais et cette personne-là est revenue quelques mois après, elle me dit, je n'interdis plus aux personnes en situation de handicap d'entrer en boîte de nuit. Je dis, bien sûr, c'est des lieux de plaisir, de détente, on boit un verre, on a des amis, pourquoi vous... Et il avait intégré, il avait imaginé un impossible et une inutilité. C'est la transformation des esprits. Il ne savait pas. L'enjeu est de taille. Ça prendra beaucoup de temps, mais la vie d'une cité ne peut pas se jouer à huis clos. Ce n'est pas possible. Chacun a le droit inaliénable d'y prendre part et d'y prendre toute sa part. D'y prendre toute sa part. Et je voudrais, en terminant, vous livrer de manière une parole vive. Parole vive de quelqu'un... Si je ne l'ai pas, c'est ça. Personne qui livre ceci. C'est une personne en situation de handicap et c'est renvoyé à l'idée de vivre et d'exister. Elle dit bien souvent, j'en ai marre d'être seule chez moi. Je me suis acheté une plante verte, un caoutchouc. Et donc le matin, quand je me lève, je suis souvent mal réveillé et je lui parle. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais comme ça, j'ai l'impression de ne plus être tout à fait seul. Même si c'est pour des bêtises ou pour parler de la pluie ou du beau temps, mais c'est très important pour moi. Je me sens moins seul. La solitude, vous connaissez certainement. Pour ma part, j'ai le défaut de toujours dire que ça va. En réalité, il y a deux cas de figure. Soit physiquement ça va, mais je m'ennuie car trop souvent je suis seul. Soit c'est le cas inverse, j'ai de terribles douleurs et moralement ça va. Mais je me suis toujours dit que j'éviterais de me plaindre. Alors, je suis et je reste humaine malgré mon handicap. Et je me plains aussi, mais j'essaie de ne pas faire que ça. Finalement, personne ne se rend vraiment compte à quel point tout me coûte. Bref, tout ça pour vous expliquer pourquoi mon caoutchouc est si important pour moi. C'est un compagnon qui m'écoute. En fin de compte, nous pouvons tous nous raccrocher à tout et à n'importe quoi. Pour moi, c'est une plante. Mais si vous saviez comme elle est importante, car elle me donne l'impression d'exister. Je me disais, dans quelque chose de très naïf dans son expression, parce que c'est une personne qui est atteinte d'une déficience mentale, il y a quelque chose de très très fort. Le besoin de relation, et là, elle a la relation avec sa plante verte. De même, le livre, je l'introduis par cela. Dans le TGV, j'ai croisé, et c'est ce qui m'a mené à accompagner tous les chapitres de ce dialogue, une personne en situation de handicap, et je me suis mis à parler avec elle, et à lui poser des questions parce qu'elle avait aussi envie de parler avec moi. Je ne l'ai pas du tout forcé. Et j'ai repris ce dialogue et arrangé. Je souhaite m'approcher de ce que tu vis, je lui dis. Et il me répond, tu sais, il me faut ajourner, suspendre, attendre, espérer toujours avec patience. Et je lui dis, je veux comprendre mieux, dis-moi. Il me dit, je dois, matin après matin, demeurer à flot, me tenir debout, aller avec lenteur dans le tourbillon d'un monde souvent indifférent. Tu parles du temps, je lui dis. Dis-moi davantage. Le jour, la nuit, sa coulée uniforme me pousse hors de la vie. Son vide parfois m'envahit. Je parle d'un temps étrange, obsédant pour moi. Et je te vois déjouer le destin et ses humiliations. Je guette, me dit-il, le jour naissant, son fourmillement de lueur. Je l'imagine pareil au premier jour du monde et je rêve de reprendre ma vie là où elle s'est brisée. Et je lui dis, mais où est-ce que tu puises ta force? Et il me répond, là où les ténèbres sont moins denses, parfois au détour d'un nuage, au couchant, au levant, quand la clarté d'un regard allume l'horizon. Et je lui dis, qu'est-ce qui te coûte le plus? Ce qui me coûte le plus, dit-il, c'est de n'être utile à personne. C'était très fort parce qu'il m'a donné à comprendre que la situation de handicap restructure autrement la vie, change les regards, et que notre société, souvent, est trop du côté
du fonctionnel et qu'elle oublie cette réalité de vie à reconsidérer, ce regard sur le monde qui varie et qui change et qui évolue. C'est le sens de la pensée d'une société inclusive. C'est très différent de dire « je vais le mettre dedans ». On est dedans. Que fait notre société pour que les gens puissent vivre, exister dans ce patrimoine commun? C'était le sens de mon propos ce soir. Alors, est-ce que vous avez des questions? Mais l'overdose est là, hein, peut-être. Ah, je pense que là... Des questions, des remarques. Ça, on est dans les temps? Là, on est parfaitement dans les temps. Non? Pas de questions? Si, madame, allez-y. Allez-y. Oui. Oui, c'est vrai. C'est permettre à chacun, comme je disais tout à l'heure, de faire œuvre. C'est très important de faire œuvre, quelle que soit la manière dont on fait œuvre, ne pas interdire la personne à faire œuvre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit vraiment, vraiment conscientiser à partir de soi. On veut tous avoir ce sentiment d'utilité, de compter pour quelqu'un, d'être utile à quelqu'un. Mais c'est ça qu'il me disait. Exactement, je l'ai traduit comme ça. Je lui dis, mais de quoi tu peur, je disais? De vivre sans exister. Explique-moi. Ce qui m'éprouve le plus n'est pas mon besoin des autres. Alors je lui réponds, mais qu'est-ce que c'est alors qui t'éprouve? C'est que personne n'ait besoin de moi. C'est ça la vraie question. Tout est dit là-dedans. On a besoin de cela, d'un sentiment d'utilité, de faire œuvre, de pouvoir se déployer. Chacun à sa mesure. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de modèle. Ce n'est pas accéder à un emploi qui obligatoirement le permet. Ça peut être une activité notoire, mais le permettre. Et penser que quelqu'un qui est tenu dans la pure oisiveté, le pur interdit d'y parvenir, c'est vraiment être à côté de la plaque. Et voyez bien, madame, et vous le formulez très bien, on pense le désir, le besoin de l'autre à partir de ce qu'on ressent nous-mêmes, parce qu'on vibre d'une même humanité. Et donc, on ne pense pas pour les personnes en situation de handicap, mais pas du tout. C'est ce qui nous fait mal penser. Vous comprenez ça? C'est ce qui nous fait mal penser. Parce qu'on les pense complètement à part. Il faut se mettre en scène chaque fois. Ce que je désire, il le désire peut-être aussi, sous une autre forme, mais il le désire aussi. Faire œuvre, être reconnu, être utile à quelqu'un, être aimé par quelqu'un. Mais c'est ça le problème. Vous voyez, comme je citais l'exemple d'une personne qui est venue me voir la semaine dernière, elle s'appelle Elena. Elle est agrégée d'espagnol, elle est à la faculté d'Aix-en-Provence. Elle est originaire d'Espagne. Et elle a eu un accident. Elle est paraplégique. Elle s'est mariée, elle a eu un bébé. Cet enfant a maintenant 6 ans. Elle me disait, mais je dois faire face en permanence à des explications. Mais tu as eu un désir d'enfant, dans l'état où tu étais, mais est-ce que tu es capable de l'élever? Que va devenir? Est-ce qu'il n'aura pas honte de toi? Tu seras capable de l'accompagner jusqu'au bout de la vie? Mais c'est des questions qui se posent à tous. Si on empêchait à tous les parents qui n'ont pas la capacité de l'être, qui l'assumeront mal d'être parents, il y aurait beaucoup moins d'enfants. Voyez? Et on se permet de légiférer sur cela. Parce que c'est faire œuvre aussi. La plus belle création, c'est certainement cette création-là. Et pourquoi interdire de faire œuvre? Voilà, elle est heureuse, elle assume bien sa maternité, et l'enfant vivra avec elle certainement des bonheurs qu'il n'aurait pas ailleurs. Alors vous voyez, c'est vraiment une difficulté qu'on a à penser. C'est pareil quand on pensait sur la vie affective, sexuelle, amoureuse. Voilà, ce sont des désirs communs qui nous humanisent et puis il faut la liberté de les laisser se déployer.
et ne pas les frapper d'interdits ou de tabous. Alors, moi je travaille beaucoup avec une fondation en Suisse qui s'appelle la fondation de Vernon, qui est reliée d'ailleurs avec une fondation qui s'appelle les Genêts d'Or à Morlaix. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et ça m'a impressionné, je travaille depuis très longtemps, j'ai fait le projet avec eux, l'institution, etc. C'est à Chézeaux sur Lausanne, juste à côté de Lausanne en Suisse. Et de voir comment ils sont perméables à toutes ces problématiques-là. Et donc, dans leur établissement qui accueille les adultes en situation de handicap, dont nombreux sont atteints de déficience mentale, c'est pareil, ils laissent vivre des choses comme ça qui nous scandaliseraient dans la société française. Il y a des lieux de rencontre, il y a des amours, et puis il y a des désirs de parentalité qui les accompagnent. Alors nous, on se dit, mais est-ce qu'on peut laisser des gens qui ont une déficience intellectuelle vivre cela, la parentalité Mais oui, ils l'accompagnent, ils le vivent autrement, etc. Je sais que ça questionne tout ça. Mais en tout cas, ce sont des questions qui, vraiment, nous rapprochent, tout ça. Nous rapprochent énormément. Fondation de Vernon, hein, si vous étiez intéressé, parce que c'est vraiment très, très intéressant à voir. Moi, je parle beaucoup avec la personne qui accompagne la parentalité, parce que les questions fusent dans nos esprits. On se dit, mais comment ces personnes qui ont leur fonction intellectuelle blessée peuvent-ils accompagner l'enfant? Alors, ils font des renforcements au langage de l'enfant, parce qu'effectivement, l'enfant n'est pas assez stimulé sur le langage. C'est tout le travail d'accompagnement de la parentalité de l'enfant, qui naît dans des couples comme ça. Je crois qu'il y a 5 ou 6 couples constitués, et il me semble qu'il y en a 2 ou 3 qui ont eu des enfants. Voilà. Allez-y. Oui, moi je voulais revenir sur le concept d'inclusion. Société inclusive. Oui, donc, vous êtes parti de ce concept-là pour le développer. On est bien en prenant la terminologie de la qualification que sur le processus. Processus inclusif. Oui. Voilà, que sur l'objectif. J'aurais voulu avoir votre opinion sur, peut-être ça peut être une porte à prendre pour avancer dans notre questionnement aujourd'hui qui va se prolonger, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner dans cette histoire de don et de contre-don. Parce qu'il y a cette balance-là. Alors, d'accord, tout à fait. Alors là, vous abordez deux choses importantes. C'est que, mais on n'a pas le temps de le développer, mais l'idée quand même, l'idée fondamentale que j'essaie de développer, mais je ne suis pas sûr d'avoir raison, c'est ce que je pense, que je vous livre, mais chacun a sa manière de voir les choses, je n'impose rien. C'est que là où on se trompe, c'est, je l'ai dit ce matin, c'est qu'à la naissance, on est déjà dedans. On n'a pas besoin ni d'inclure, ni d'intégrer. On est dedans. On n'est pas quelqu'un venu d'une autre planète qu'il s'agit de mettre dedans. On est déjà dedans au départ. Et étant dedans au départ, tout ce qui nous entoure nous appartient au même titre que les autres. Blessé dans son corps, dans son esprit ou pas. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? On est d'accord. Donc ça n'a pas de sens de dire je vais l'inclure. Il est déjà dedans. Ça n'a pas de sens de dire je vais l'intégrer, il est déjà dedans. Ce qui a du sens, c'est de dire cette société qui par naissance appartient à tous, je répète, on finit par l'oublier, nous devons la travailler pour que ce ne soit plus une société avec des exclusivités, dans l'école, dans le loisir, dans le travail, mais que ce soit une société inclusive de manière à ce que chacun puisse en profiter de manière équitable à sa mesure. À sa mesure. Pas tout le monde pareil, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, les mêmes désirs. À sa mesure. C'est ça le principe. C'est pour ça que je n'utilise plus le mot inclusion ou intégration, mais je me dis ce qui nous importe, c'est de travailler ce patrimoine commun. Voilà la première idée. Par ailleurs, la question du don et du contre-don, un anthropologue qui a particulièrement bien travaillé ces questions, c'est Marcel Mauss. Et il a montré comment toutes les sociétés humaines étaient basées sur ce don-contre-don. Je t'offre un café, tu m'offres un café. Je t'invite à manger, tu m'invites à manger. Et c'est tout l'échange dans les sociétés, qu'on retrouve sur un marché, sur une foire, dans un souk, sous des formes diverses. On échange, et l'échange, le don contre don, crée du lien. Donc, quand on est dans cette logique-là, on crée du lien. C'est cette dynamique du don contre don qui crée du lien. Et vous allez dire, mais qu'en est-il du contre-don quand quelqu'un dépend
d'une personne, son pourvoyeur, et qui ne peut pas lui rendre. Et c'est ça le drame de la situation de handicap. C'est le plus douloureux pour une personne en situation de handicap. Moi, dans tous les travaux que j'ai pu faire, je ne vis pas cette situation personnelle, mais tout ce que je fais, et je vous l'assure, ce n'est pas une coquetterie de langage, je vais le chercher auprès des gens qui vivent. Parce que c'est là que niche le savoir. Et ce n'est pas dans la tête de quelque universitaire que ce soit qui s'érigerait comme le lieu du savoir. Moi, je ne conçois pas les choses comme ça. Pour moi, je conçois que le savoir, je vais le chercher chez les parents, chez les fratries, chez les personnes qui vivent, c'est eux qui me disent. Et moi, j'essaie modestement de l'organiser. C'est tout autre chose. C'est très différent comme démarche. Je n'utilise pas de grille au départ. Je n'utilise rien du tout. Pas de grille. Simplement la parole des autres. Eh bien, cette parole-là, par rapport à votre question, dit un des plus douloureux, les plus grandes difficultés d'une personne en situation de handicap, c'est cette dépendance, surtout quand elle est massive. Je dois tout attendre de toi, tu vas tout me donner, ma brosse à dents, mon repas, tu vas me mettre au lit, tu vas me lever, je vais tout dépendant pour tout. Jean-Christophe Parisot, dont je parlais ce matin, il me dit, si tu savais comme c'est pénible, de manière permanente, d'être dépendant pour tout et en tout. Et il me dit, moi, s'il n'y a pas quelqu'un auprès de moi, si je n'ai pas mon respirateur artificiel, je partirai dans quelques minutes dans les coquelicots. Ça, c'est terrible, la dépendance. Et là, il y a une brisure de ce qu'on attend, tu me donnes, je suis capable de te rendre. Et là, c'est le plus douloureux à vivre, c'est cette dépendance-là. C'est la situation de dépendance, surtout quand elle est sévère et forte, comme il la vit. Il s'est construit quand même, il est sous-préfet, etc., il a fait Sciences Po, mais n'empêche que ça reste pour lui une douleur de vie permanente, la dépendance. La dépendance. De même, cette dépendance, cette absence de contre-don ici, les parents la vivent parfois. Des parents qui ont un enfant qui vont bien, ils vont à l'école, et puis ils peuvent se fâcher contre un prof parfois. Combien de parents disent, nous, même quand ça ne va pas, on se tait, parce qu'on se dit, si jamais ils ne le gardaient pas. C'est une sacrée dépendance, ça. Je pense que les sciences sociales et humaines, c'est comme ça que je les conçois, ne peuvent pas être que dans l'expliquer. L'expliquer, ça suppose une extériorité. Elles doivent être dans le comprendre. Et le comprendre, ça suppose, même si on ne le vit pas, de le prendre un peu avec soi. Sinon, c'est complètement stérilisé. Vous pouvez tout expliquer et ne rien comprendre. Vous pouvez expliquer la situation de handicap. Vous pouvez savoir ce qu'elle est, mais ne jamais accéder à ce qu'ils vivent. Parce que vous ne faites pas cet effort de comprendre. Et je crois que cette problématique du don contre don, que j'illustre à travers la dépendance, c'est fondamental. Et alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner? Mais beaucoup de choses. C'est-à-dire, on voit bien comment, je vous passe la parole, on voit bien comment les personnes en situation de handicap qui vivent des fragilités ont été des apports considérables, mais ce n'est pas du baratin, c'est une réalité dans l'histoire de l'humanité. Les meilleures pédagogies à l'école sont construites où? Auprès des enfants les plus difficiles. Vous croyez que les pédagogues qui sont auprès des gamins qui marchent très bien sont de brillants pédagogues? Non, parce que de toute façon, ils ne seraient pas là, ils réussiraient quand même. Les pédagogies se sont élaborées dans les marges, les avancées sociales se sont élaborées dans les inconforts. Ça bouscule, ça appelle à avancer. C'est les inconforts. Quand on est dans un fauteuil avec un verre de bière et puis qu'on regarde la télé, on n'est pas très créatif. Hein. C'est les inconforts qui nous poussent à avancer. Je crois que là, il y a de l'ordre d'un don très très fort des personnes les plus fragiles de nos sociétés. On ne peut pas dire qu'ils simplement ils nous pèsent. Ils nous aident beaucoup. Et ils nous aident surtout à sortir de nos dominations, de nos assurances, et y remettre en cause. Allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. Bien sûr, c'est ça. Alors, vous voyez, vous parlez de la Fondation de Verdun. Moi, ce qui m'a impressionné, la formation de Verdun, c'est très concret ce que je dis sur la formation de Verdun. Ce qui m'a impressionné,
c'est, si vous la connaissez, c'est la recherche d'excellence, etc. Vous allez au restaurant de la Fondation de Verlan. C'est un beau restaurant, un restaurant gastronomique. Mais vraiment un beau restaurant. Ils sont très bien habillés, les tenues, etc. Ils sont fiers. Ils font du beau, ils font du bon, et ils sont fiers. Et à la fin de leur repas, la première fois que j'y suis allé, je dis à une jeune fille, alors si tu es heureuse de travailler là, elle me dit, si tu savais comment je suis heureuse. Elle me dit, mais avant, j'avais l'impression que tout était moche. Je faisais rien, etc. Elle le disait de sa manière. Elle me dit, maintenant, j'ai l'impression d'être quelqu'un, elle me dit. C'est beau, hein? Dans son activité, qu'on a pensée belle, qu'on a pensée excellente, rien n'est négligé, l'aménagement des tables, des fleurs, les tenues des serveurs, ils sont en vraie tenue, etc. Mais c'est magnifique. On a pensé pour eux l'excellence. Et là, ils donnent beaucoup, ils donnent excessivement et ils se réalisent. Mais c'est ça. Alors, mais bien sûr, c'est la réciprocité, c'est le jeu. C'est le jeu de toutes les sociétés humaines. Tous les humains fonctionnent comme ça, hein, dans cette espèce de réciprocité. Tout à fait. Allez-y, je vous en prie. Et puis, monsieur. Allez-y. Notre société de la performance, Oui. de la compétition, est assez naturellement Oui. exclusive. Oui. Et cette forme de société, elle fait finalement l'objet d'un consensus assez large, parce que on a un système aussi majoritaire, démocratique, qui fait que la moitié des votes reçus, on gagne. Vous avez raison. Est-ce que vous ne croyez pas que dans ces conditions, on ne va pas se contenter pendant longtemps de cette espèce de pis-aller qu'on a depuis déjà un moment, où on va simplement donner quelques allocations qui permettent à peine de survivre aux plus fragiles, des noms divers et variés, enfin, de toute façon, avec un montant dont on sait bien qui La hache, c'est 760 €, je crois que c'est comme ça. s'appelait RSA pour Ouais. les personnes à l'exclusivité dans le économique, ça peut s'appeler IS. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement on va se contenter de ce système d'allocation monétaire pendant longtemps, et que finalement on n'arrivera jamais vraiment à renverser ce consensus social qui ne rend pas la société? C'est ça. Moi, là, c'est simplement une opinion, c'est pas un savoir. Hein, c'est très... Moi, je pense que notre société, par rapport à la mise en avant de la productivité, de la finance, a touché le fond. Et qu'on en perçoit les limites. On n'a peut-être pas touché le fond, mais on en perçoit les limites. Et on voit bien comment aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la crise, depuis très longtemps, il y a quelque chose qui dysfonctionne totalement. Du lien s'est perdu, du lien social s'est perdu, des solidarités se sont perdues, des césures se sont ouvertes, et la conscience devient de plus en plus forte de cela, d'autant qu'on mesure les effets concrètement de tout cela. Donc je pense qu'il y a des forces de réaction, et il y aura des mouvements contraires. Et moi je vois dans ce que je peux faire, mais à juste mon modeste niveau, hein, comment peu à peu les gens adhèrent à d'autres formes, d'autres pensées et veulent d'autres horizons. En gros, c'est ce que m'ont dit un jour des étudiants néo-calédoniens, des étudiants kanaks. Ils m'ont dit finalement, votre difficulté, c'est que vous avez fait de l'argent un dieu. En pays kanak, non pas à Nouméa, hein, mais en pays kanak, dans les communautés, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça, ça fonctionne pas comme ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais dit dans un cours, il est riche. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Alors je les ai regardés, j'ai dit, mais il est riche, quoi. Il a de l'argent, il a de, etc. Ils m'ont dit, mais c'est pas ça que ça veut dire chez nous. Même l'expression il est riche ne renvoie pas à ça pour eux. Et qu'est-ce que ça veut dire en pays kanak il est riche? Ça veut dire il fait partie d'un clan, d'une tribu, parce que vous savez qu'il y a la Grande Terre, vers le nord c'est encore organisé en tribu, il y a le droit coutumier qui voisine avec le droit de la République. Être riche, c'est avoir de nombreuses relations, appartenir à une nombreuse tribu. Voilà ce que ça veut dire être riche. Et du coup, après ils m'ont dit, mais vous avez survalorisé l'argent, vous en avez fait un dieu. Et on voit bien comment nos sociétés, à la fois, on a progressé, on ne va pas contester tout le modèle, c'est pas ça la question, on ne va pas tout mettre par terre, mais il nous faut réinterroger cette prégnance de l'avoir, etc., qui crée des césures considérables. Partant de là, je pense que maintenant chacun s'accorde à le reconnaître,
que ça a beaucoup de limites, et c'est vrai à l'échelle européenne, plus largement que notre pays, on se rend compte qu'il faut penser à notre modèle de société. Et que peu à peu, on va cheminer vers. Je reprends l'exemple de la démocratie. Dans l'état lointain, la démocratie paraissait complètement utopique. Et je répète, je crois que c'est Lamartine qui le disait, les utopies sont des vérités prématurées. Et c'est vrai que la société inclusive, c'est complètement à contre-culture, ça paraît complètement à l'envers de ce que l'on vit. N'empêche qu'il y a une tension vers. Il y a une tension vers. Et on s'aperçoit que la gestion qui pénètre partout a beaucoup de limites. Parce qu'on veut gérer les hôpitaux comme les entreprises, on veut gérer les instituts spécialisés comme des entreprises. Or, c'est de l'humain. C'est de l'humain. Et on se dit, mais tout d'un coup, on se dit, mais attends, n'oublions pas que c'est de l'humain, que ce ne sont pas des produits. Et je crois à la force de réaction. Mais je me semble, on sent des frémissements de ce côté-là. On sent qu'il y a une force de réaction. Notre modèle nous a joué un mauvais tour. Il nous a beaucoup apporté et nous a joué un mauvais tour. De même que l'autonomie. Le mouvement des Lumières, c'est ça. Deviens autonome. Donne-toi la loi par toi-même. C'est ça la grande devise des Lumières. Émancipe-toi. Deviens autonome. L'autonomie poussée à l'extrême nous a conduit à l'individualisme le plus forcené. Ce qui fait qu'on ne s'aperçoit plus quand le voisin d'en bas n'est plus là, parce qu'on ne l'a jamais connu, on ne l'a jamais croisé. On voit bien que ces modèles ont beaucoup apporté, mais ils ont leurs propres limites. De même que les modèles communautaires peuvent avoir leurs propres limites aussi. Voilà, allez-y, je vous en prie. Vous avez commencé à répondre à ma question. La question, c'est dans un monde de plus en plus industrialisé, Oui. il faut faire des normes, il faut faire des projets, et à chaque fois, il faut évaluer. Comment peut-on évaluer une société inclusive quand on travaille sur l'humain? C'est ça. Exactement. Alors ça, vous le savez, bon, vous êtes éducateur spécialisé, voilà. Et comment peut-on faire aussi à l'hôpital, etc., etc., hein, si on mesure tout à l'aune de l'argent, du coût, etc. Et c'est la difficulté actuelle. Et on voit bien que dans des instituts, par exemple, spécialités, des IME, moi j'en accompagne un. Là, dernièrement, il y a eu des difficultés parce qu'on a changé le directeur qui était insuffisamment sensible, disait-on, à la gestion pour mettre un pu gestionnaire. 6 mois plus tard, il est parti, il a été remplacé à nouveau. Voilà, parce qu'on est dans l'humain et que l'humain nécessite autre chose, nécessite de reposer autrement les problèmes. Si vous voulez, en gros, un pays n'est pas une grande entreprise. C'est autre chose. Est-ce qu'on n'a pas dérivé vers la gestion d'un pays comme la gestion d'une entreprise? Je répète, ça dépasse les partitions politiques. Hein. C'est une tendance qu'on a eue. Et ce n'est pas neutre. Vous voyez, on n'a jamais parlé autant de lien social quand on a commencé à voir qui foutait le camp. On n'a jamais parlé autant de projets que quand on s'est mis à en manquer. Et on parle beaucoup de société inclusive parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'exclusivité dans nos sociétés. Beaucoup d'exclusivité. Et on n'a pas envie de les voir parce qu'on ne les vit pas parfois, et on ne sait pas voir que certaines les vivent. Il y a beaucoup d'exclusivité. Il y a, je le répète, moi j'ose ce mot, il y a une souveraineté de ceux qui ont la chance d'avoir été préservés du handicap dans nos sociétés, et dans le monde, c'est très vrai. Alors, quand on dit 1 sur 7, vous imaginez que ce n'est pas étal, hein, que dans certains pays, c'est 1 sur 5. Hein, parce qu'il y a des phénomènes de pauvreté, de sous-alimentation, etc., etc. Alors, est-ce que ce chiffre, la question qui se pose, c'est est-ce que ce chiffre régresse parce que nous serions en progrès ou est-ce qu'il progresse? Et est-ce que le nombre de personnes s'accroît en situation de handicap ou diminue, d'après vous? Mais il s'accroît. Il s'accroît. Ce que montrent l'OMS et la Banque mondiale, c'est qu'il s'accroît à cause des conflits armés. Chaque fois qu'un enfant est tué dans un conflit, 3 autres sont blessés et handicapés à vie. Malnutrition, des manques vitaminiques. Catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, songez à Fukushima. On n'a jamais estimé le nombre de personnes en situation de handicap. Pensez en Haïti, 200 000 personnes en situation de handicap supplémentaire. VIH-Sida, qu'on soigne très bien maintenant dans notre pays avec les trithérapies, mais qui dans nombre de pays où il y a des surinfections provoque des situations de handicap très nombreuses, je pense au Burkina Faso et d'autres pays encore d'Afrique, etc., etc. Donc tout ça, le travail des enfants, etc., etc. Donc le nombre, non seulement il ne régresse pas, mais il progresse. Il progresse. Donc, vous voyez, le handicap, c'est une réalité du monde. Je vous en prie, allez-y. Mais on l'avait noté, mais je garde les noms, hein, j'ai gardé les noms. Vous avez le nom, hein, vous avez noté, d'accord.
Bien sûr. Bien sûr. Mm. C'est ça. C'est ça. Bien sûr, l'action précoce est nécessaire. Et le fait, on a une difficulté, mais on le sent, vous et moi, parce que dans la salle, on est tous convaincus de ça. On sent bien qu'on est resté dans une tradition où on a tendance à penser, ils sont spéciaux, on va les mettre dans des lieux spéciaux avec des spécialisés. C'est ça notre tendance. Et quand on a créé, vous voyez, la filière, par exemple, éducation nationale et médico-sociale, il y avait 2 voies, mais ça s'est filiarisé. Et maintenant, on a énormément de mal à réunir dans notre culture française ce qu'on a séparé au départ. Ça s'est filiarisé. La formation des éduques n'a rien à voir avec la formation des profs des écoles, rien. Ni sur le mode de formation, ni sur les lieux, ni sur les idéologies véhiculées, les philosophies, les rythmes. Et maintenant, avec la loi de 2005, il est nécessaire de croiser ces 2 mondes qui se sont séparés. Notre difficulté, mais c'est la faute de personne, c'est que notre culture a été une culture de la séparation. Et on a cru bien faire de penser en termes de séparation. Le défi d'aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que, c'est comme ça qu'on progresse, on se rend compte qu'on a fait une erreur, qu'on a pris un faux chemin, et que maintenant il faut réunifier des univers qui ont été pensés séparés. Et c'est très difficile. Vous le vivez, vous, au quotidien, moi je le vis souvent, de faire penser à des gens, mais oui, on peut faire des choses ensemble sans imposer la norme à tout le monde. C'est très difficile de faire penser à un prof qui est impréparé. Ce n'est pas la faute des profs, parce qu'on accuse les gens de manière souvent injuste. Ils ne sont pas préparés à ça. Un prof, aujourd'hui, je vous assure, il rentre dans sa classe pour la première fois, il se dit, moi je suis dans l'école, je ne suis pas dans le spécialisé, les amis. Si un enfant qui ne va pas bien, moi on va me le coller, mais pourquoi ? Parce que dans la formation, on ne signifie pas ça. On ne prépare pas la culture des enseignants. On ne leur dit pas au départ, mon ami, tu rentres dans un métier de l'humain, il ne faut pas que tu imagines extraordinaire d'avoir un enfant en situation de handicap. Parce que l'humain, c'est la multiplicité des visages. Si tu crains cela, il ne vaut mieux pas faire ce métier, il faut que tu bâtisses des briques. Et que tu ne travailles pas avec des enfants. Mais on ne prépare pas les gens à ça. Parce que l'école, c'était pour les bien portants, et les mal portants, excusez-moi l'expression tout à fait triviale, c'était ailleurs. Et on n'a pas changé ce paradigme culturel-là. Quand je dis travailler la culture, c'est travailler tous les espaces qui la composent. De même que les gens, sur certaines plages, vous avez des gens qui gueulent encore. Dans le projet que j'ai accompagné, j'ai dû interrompre, mais on a eu du mal, parce que c'était des adultes atteints de psychose précoce ou d'autisme, à les faire accepter à la piscine municipale, parce que les gens gueulaient. Or, il se trouve que c'est en Provence, il fait chaud, quand même, vous avez expliqué aux gens, mais disons, vous êtes très heureux d'aller vous rafraîchir l'été. Mais c'est jeune, la piscine municipale, c'est un patrimoine commun, il n'est pas à vous, madame, monsieur. Vous pourrez quand même lire le gala sur la plage, vous mettrez la serviette sur la tête. Mais ils ont le droit de se rafraîchir. Et ça fait un petit événement municipal. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. On voit bien que culturellement, ce ne sont pas des gens méchants, mais culturellement, ils n'ont pas intégré que la piscine est un patrimoine commun. Et puis que les gens ont le droit d'aller s'y rafraîchir quand il fait chaud et qu'ils ont envie d'y aller et qu'on ne va pas les contrôler et qu'on n'a pas à leur demander la permission. Vous voyez ? Et ça, on se rend compte qu'il y a là, je le répète, ce ne sont pas des mauvaises aspirations, on est resté en arrière sur le plan culturel. On peut vivre ensemble sans s'imposer les mêmes choses au même moment. Mais on a du boulot à faire. Je vous en prie.
Moi, je pense, madame, le plus important, il me semble qu'on fait une fausse interprétation aussi, le handicap, ce n'est pas la peur de l'autre, c'est la peur de soi. Moi, je pense que le racisme, c'est la même chose. Ce n'est pas la haine de l'autre, c'est la haine de soi. Les grands raciologues, racialistes ou racistes dans l'histoire de l'humanité, sombre histoire, hein, avec le national-socialisme, ce sont des gens qui étaient tellement mal avec eux-mêmes qu'ils se sont mis à détester les autres. Quand on est mal en soi, on a envie de casser la gueule au monde entier. C'est une haine de soi qui se transporte sur l'autre. Et je pense que le handicap, c'est une fragilité personnelle qu'on n'a pas apprivoisée. Et dès qu'on voit une personne en situation de handicap, on est renvoyé à soi-même. Donc c'est la peur de soi, ce n'est pas la peur de l'autre. Les violences dans nos sociétés, elles ne viennent pas de ces personnes-là. Elles viennent d'ailleurs. S'il faut avoir peur, il ne faut pas avoir peur d'elles. C'est quand même pas elles qui ont poignardé dans la rue à Londres. On est d'accord? Bon, je crois que les violences ne viennent pas de là. Donc il y a toute une fantasmatique. Ce n'est pas la peur de l'autre, c'est la peur de soi. C'est qu'on n'assume pas. Vous savez, c'est comme quand on passe dans un couloir d'hôpital, on ne connaît personne, mais on voit des portes ouvertes, et on voit des gens sur les lits. On ne les connaît pas, mais et on sort, et puis on met vite un CD dans la voiture, on ouvre les... Ça m'a renvoyé à moi, à ce que j'aurais pu être, à ce que je serais, à ma fragilité. Mais c'est ça la vraie question. Donc c'est s'apprivoiser soi d'abord. Alors du coup, on peut bosser avec les autres après. Mais sinon, non. C'est vraiment un travail sur soi, je crois, le problème du handicap. Alors il y a des gens qui foutent le camp parce qu'ils ne veulent pas le conduire, ce travail-là. C'est parce qu'ils sont mal avec eux-mêmes. Mais ce n'est pas la peur de l'autre. Enfin, je ne crois pas que ce soit la peur de l'autre. C'est le miroir brisé sur soi-même. Le miroir est cruel. Voilà notre humanité. On est mortel. On est imparfait, on est blessé, et je pourrais l'être moi-même. C'est tout autre chose. C'est qu'on se supporte très très mal. Vous savez, c'est comme quand on est en désarroi amoureux, et qu'on voit des gens s'embrasser, et se serrer l'un contre l'autre. On rentre, on dit, qu'est-ce qu'ils sont emmerdants de s'embrasser dans la rue? En fait, non. C'est parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce que je suis seul, encore plus seul ce soir. Je crois que c'est ça le problème. Et la blessure, c'est la même chose. Enfin, moi, je sens les choses comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit la peur de l'autre. Je ne crois pas. Mais on reprend à 20h. Hein. Et ici, c'est staccanoviste. Il ne m'avait pas prévenu. Hein. Il me laisse juste quelques temps. Il met une troisième conférence à 20h et l'autre à 22h30. Hein. 23h. Je dirai à Lyon que La Roche-sur-Yon, c'est comme ça. Non, mais...